Donc bienvenue à toutes et à tous. Et aujourd'hui, je vais vous faire une introduction à une série de cours qui va porter sur le modèle de Hubbard, et spécifiquement le modèle de Hubbard fermionique. Alors le modèle de Hubbard, comme vous savez, c'est ce modèle qui est une espèce de paradigme de la physique des particules quantiques en forte interaction. Et c'est un modèle extrêmement simple dans sa définition, probablement le modèle le plus simple qu'on peut imaginer dans ce domaine. Il joue en quelque sorte, si vous voulez, un rôle analogue au rôle que joue le modèle Ising en physique statistique. C'est très rare que le modèle d'Ising soit un modèle réaliste de quoi que ce soit. En revanche, il capte des aspects physiques essentiels des phénomènes qu'on veut retenir, en particulier dans le cas du modèle d'Ising, l'existence de transitions de phase. Le modèle Hubbard, c'est un petit peu pareil. Jusqu'à une date relativement récente, il était rare qu'il constitue une description réaliste d'un matériau particulier, mais on espère que ce modèle est suffisamment simple, mais en même temps suffisamment riche pour prendre en compte et décrire un certain nombre des phénomènes physiques qu'on veut prendre en compte. Alors, comme on va le voir dans le cours d'aujourd'hui, la situation a changé depuis une vingtaine d'années, où maintenant le modèle de Hubbard est également réalisable en laboratoire, si je peux dire. C'est-à-dire qu'on peut fabriquer des systèmes artificiels avec des atomes froids et de la lumière qui véritablement réalisent un système dans le laboratoire pour lequel le modèle de Hubbard est une description réaliste. Alors en fait, ce que j'ai dit sur les matériaux, ce n'est pas non plus tout à fait vrai. La situation est un petit peu plus positive que ce que j'ai laissé entendre. Il y a quand même un certain nombre de classes de matériaux, si on revient à la matière condensée et aux électrons dans les solides, pour lesquels le modèle de Hubbard est une très très bonne approximation. Et je vais en parler un peu aujourd'hui. Je vais vous donner des exemples de matériaux pour lesquels le modèle de Hubbard est une bonne approximation. Voilà, alors avant d'entrer dans le vif du sujet, je voudrais vous donner quelques éléments d'organisation du cours. Alors d'abord, le cours est en français, comme vous l'avez sans doute remarqué. Les séminaires sont en anglais. Les transparents, en revanche, sont en anglais, à l'exception de celui-ci. À partir de là, ça commence en anglais, de manière que ceux qui maîtrisent moins bien l'anglais puissent suivre plus facilement le cours. Une partie du cours va avoir lieu sur transparent et une autre partie au tableau. J'ai l'habitude d'alterner entre les deux. Chaque cours est associé à un séminaire. Et aujourd'hui, on a le plaisir d'avoir Giulio Biroli, qui est ici, du laboratoire de physique de l'École normale, pas loin d'ici. Et le séminaire d'aujourd'hui n'est pas exactement aligné, je dirais, avec la thématique générale de cette série de cours. Les autres séminaires porteront vraiment directement sur le modèle de Hubbard. Le séminaire de Giulio, je l'ai placé en premier parce qu'en fait, il ouvre sur d'autres applications de méthodes qui ont été développées en partie au moins pour les systèmes quantiques en interaction, à savoir la théorie de champ moyen dynamique, qui est quelque chose dont j'ai parlé dans les cours d'il y a 2 ans. Donc pour ceux que ça intéresse, j'en parlerai très peu cette année, un petit peu dans un des cours. Pour ceux que ça intéresse, vous pouvez suivre le cours d'il y a 2 ans online. Et vous verrez que les équations de ces théories de champ moyen dynamique ont aujourd'hui, vous verrez qu'elles ont des applications dans d'autres domaines, à savoir en physique statistique et à la fois en ce qui concerne les systèmes vitreux et la dynamique des écosystèmes. Donc c'est ça dont va nous parler aujourd'hui Giulio. Voilà, donc le séminaire a lieu à 11h30 après une petite pause. Voilà, alors je vais également vous dire un petit peu comment je pense organiser les cours, avec cette précaution que j'ai l'habitude de construire mon cours au fur et à mesure que je le fais, ce qui veut dire que les sujets qui sont ici sont donnés sans engagement et à titre purement indicatif. Il est possible qu'on aille plus lentement, il n'est pas possible qu'on aille plus vite, je pense, mais on pourra probablement aller plus lentement, ce qui veut dire que certains sujets ne seront pas forcément tous couverts.
Donc le cours d'aujourd'hui est consacré à une introduction générale au modèle, donc c'est un cours vraiment assez introductif. Je vais vous parler essentiellement de deux choses après avoir introduit le modèle. Je vais vous parler de réalisation physique, à la fois dans le domaine des atomes froids et dans le domaine des matériaux. Et puis je vais vous parler de symétrie. Et si on a le temps, à la fin, je vais vous parler un petit peu de diagonalisation exacte de petits systèmes, qui est un sujet qui va bien avec les symétries du problème et également permet déjà d'entrer un petit peu dans la physique sur des exemples très simples. Donc voilà un petit peu l'idée du cours d'aujourd'hui. Je pense qu'on va arriver à s'y tenir. Je vais également profiter du cours d'aujourd'hui pour faire des rappels de base de formalisme. Donc pour ceux et celles qui ne sont pas forcément complètement familiers avec la seconde quantification, ou le formalisme du problème à N-corps, je ferai un certain nombre de rappels au tableau et je répondrai volontiers à des questions ou à des mails sur des bonnes références pour vous familiariser avec des éléments de formalisme qui ne seraient pas explicités dans le cours. Bon, c'est un cours du Collège de France, donc je suppose acquis un certain nombre d'éléments de base de formalisme et je vous dirige très volontiers vers des références le cas échéant. Donc ça, c'est le cours d'aujourd'hui. Le cours de la prochaine fois, le 11 mai, je vais parler de théorie de champ moyen, pas de champ moyen dynamique, de champ moyen, au sens de Hartree, ou de Hartree-Fock, mais en l'occurrence pour le modèle de Hubbard, c'est vraiment juste le champ moyen de Hartree. Et je vais essayer de vous donner un petit peu un panorama des phases magnétiques pour ce modèle, qui sont obtenues par la théorie du champ moyen, et en particulier ce qu'on appelle les rubans ou les stripes, qui apparaissent dans l'état fondamental proche du demi-remplissage. Voilà, donc ça c'est le programme du cours de la prochaine fois, au moins en partie, je ne sais pas si on arrivera tout à fait à la fin. Le cours suivant sera consacré à une sorte de survol de méthodes non perturbatives, puisque vous verrez très vite que les méthodes analytiques d'une part et les méthodes perturbatives au bas ordre d'autre part trouvent vite leurs limites pour la physique qu'on veut regarder. Donc il faut développer des méthodes non perturbatives et ces méthodes sont en général des méthodes numériques. Donc le but du troisième cours est de vous donner une espèce de survol assez global de ces méthodes computationnelles pour traiter le problème à N-corps quantique qui s'appliquent au modèle de Hubbard en l'occurrence, mais qui ont un large degré d'applicabilité pour des modèles plus compliqués ou même des vrais matériaux. Dans le cours 4, celui du 25 mai, je vais vous parler de théorie de couplage faible dans le cas à deux dimensions qui est très très dominé par les fluctuations puisqu'il n'y a pas d'ordre qui brise une symétrie continue à température finie à deux dimensions. Donc les fluctuations jouent un rôle très important et je vais vous parler de théorie de couplage faible de ce qu'on appelle le pseudo-gap, qui est un régime, un déficit d'état excité à basse énergie créé par les fluctuations magnétiques, pour lequel en couplage faible on a une théorie assez complète et je vais vous parler de ça donc, dans ce cours 4. Et puis les cours 5 et 6 seront consacrés aux théories de couplage fort, donc surtout à des approches numériques du couplage fort. Et en particulier, je terminerai le cours en essayant de donner un petit peu un état de la question qui n'est pas encore entièrement comprise. Est-ce que le modèle de Hubbard bidimensionnel répulsif a une phase supraconductrice? Voilà, donc ça c'est un petit peu le menu. Si j'ai le temps à la fin, mais ce n'est pas très probable, j'essaierai de vous parler un petit peu de transport, et en particulier des questions de transport dans les régimes de haute température qui posent des problèmes théoriques particulièrement intéressants, puisque c'est un régime où il n'y a pas de quasi-particules cohérentes. On verra si j'arrive jusque-là. Alors, une petite précision. Donc, ces cours, le 4, 11, 18 et 25 mai, ont lieu, comme d'habitude, 1h30 de cours, une pause, un séminaire. Par contre, le 1er juin, je fais 2 cours de suite et il n'y a pas de séminaire. Et il y aura le 3 juin 2 séminaires qui seront donnés par Zoom Online, donc vous recevrez le lien pour suivre ces séminaires. Alors les séminaires associés aux cours, je vous ai parlé déjà de celui d'aujourd'hui. Chacun des cours est associé à un séminaire, sauf celui du 1er juin qui est associé à 2 qui ont lieu plus tard. Le 11 mai,
On aura un séminaire de Thierry Giamarchi, de l'Université de Genève, qui nous parlera du modèle de Hubbard dans le cas unidimensionnel. L'essentiel du cours de cette année, que je vais faire ici, portera sur le cas bidimensionnel, pour des raisons qui sont doubles, en fait. D'une part, parce qu'un très grand nombre de matériaux d'intérêt actuels, depuis les cuprates supraconducteurs jusqu'au graphène twisté, sont des matériaux bidimensionnels. D'autre part, c'est un régime particulièrement intéressant parce qu'il est dominé par les fluctuations, donc il pose des problèmes théoriques spécifiques. Donc, l'essentiel du cours sera sur le modèle de Hubbard bidimensionnel. De temps en temps, je parlerai un peu du cas 3D. Mais il y a toute une physique très riche à une dimension, pour lequel, une fois n'est pas coutume, on a des méthodes extrêmement puissantes de solution, à la fois analytiques et numériques. Et Thierry nous donnera une espèce de présentation globale de ces méthodes analytiques et numériques. Donc ça aura lieu le 11 mai, et malheureusement, j'espérais qu'il puisse venir à Paris, mais ça ne sera pas le cas, et le séminaire aura lieu par Zoom. Alors, on fera le séminaire en amphi, donc vous pouvez assister en direct et poser des questions. On fera le séminaire en amphi, voilà, par Zoom, projeté sur l'écran. Le 18 mai, on aura un séminaire de Fedor Simkovic, qui est à l'École polytechnique et au Collège de France. Donc ça aura lieu physiquement ici, comme le séminaire d'aujourd'hui. Et Fedor nous présentera une introduction des méthodes de Monte-Carlo diagrammatique pour le modèle de Hubbard et un certain nombre de résultats récents de cette technique très prometteuse. Et ça s'articulera bien avec, si j'arrive à tenir le rythme, à la présentation un peu globale des méthodes computationnelles qui devrait avoir lieu le même jour. Le 25 mai, très certainement aussi par Zoom, Thomas Schaeffer, qui est au Max Planck de Stuttgart, mais qui était dans notre équipe au Collège de France et à l'École polytechnique jusqu'il y a peu, va nous parler de diagnostic de fluctuation dans les systèmes électroniques fortement corrélés, le modèle du Hubbard en particulier. Et puis le 3 juin, donc 2 jours après le dernier cours, on aura 2 séminaires par Zoom qui seront à 15 heures parce que Miles Studenmeyer et Alexander Vitek sont aux États-Unis, donc ce sera 9 heures du matin pour eux, et ils feront 2 séminaires, l'un qui sera une introduction un peu générale aux méthodes de réseau de tenseurs, en particulier du groupe de normalisation de la matrice densité, donc une méthode numérique extrêmement puissante en 1D et actuellement se développant beaucoup pour les systèmes 2D ou quasi 2D. Donc, ça sera une présentation un peu générale de cette approche par Miles, qui est un des experts. Et il y aura juste après un séminaire d'Alex Vitek qui va nous parler d'application de ces méthodes de réseau de tenseurs et en particulier de généralisation de ces méthodes de réseau de tenseurs à température finie, ce qu'on appelle minimally entangled typical thermal states, pour la physique du modèle de Hubbard bidimensionnel, enfin sur des rubans, et la phase de Stripes, l'antiferromagnétisme et le pseudo-gap, dans un travail récent qu'il a fait sur ce sujet. Donc voilà un petit peu un panorama général du déroulé du cours et des séminaires. Et je précise aussi un certain nombre de points pratiques. Donc il y a une liste de distribution mail pour le cours. Je pense que vous êtes tous abonnés, je l'ai en principe vérifié. Si toutefois ça n'était pas le cas, vous pouvez souscrire directement de cette manière. Vous pouvez aussi vous désabonner si vous en avez assez. Et si vous n'y arrivez pas, vous m'envoyez un mail et je vous abonne. Voilà. Et bien sûr, le cours et les séminaires sont tous enregistrés et mis online sur le site web de la chaire, en général 24 ou 48 heures après l'enregistrement, comme aujourd'hui. En dernier lieu, last but not least, comme on dit, je voudrais vraiment remercier les collaborateurs avec lesquels, au cours de ces dernières années, on a fait beaucoup de travaux sur le modèle de Hubbard et des modèles reliés. Bon, ils sont trop nombreux pour que je les énumère tous verbalement, mais voilà, un grand nombre d'entre eux sont réunis sur cette slide. Et en particulier, je voudrais remercier Michel Ferrero et les collègues de l'équipe ici, ainsi que mes collègues du CCQ à New York, qui m'ont permis
m'initier à toutes sortes de méthodes pour lesquelles je n'avais pas une expérience très grande il n'y a que quelques années. Voilà, donc beaucoup de ce que je sais sur ce domaine est dû aux gens qui sont sur ce transport. Dernier point, comme vous le disais, vous pouvez poser des questions brèves en amphi, essayez de concentrer vos questions à la fin, mais s'il y a des questions ponctuelles, j'y réponds volontiers. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet et définir le modèle de Hubbard. Donc, comme vous voyez, ça tient sur une ligne ou deux. C'est extrêmement simple. De quoi s'agit-il? Alors, il s'agit d'un modèle où on a un réseau, donc par exemple ici un réseau carré, et sur chaque site de ce réseau, on peut avoir des particules quantiques. Alors, je parlerai souvent d'électrons, mais encore une fois, ça peut être des atomes froids, qui existent sous deux formes, soit avec leur spin vers le haut, donc il y a un degré de liberté de spin, dans le contexte des atomes froids, ça sera plutôt un degré de liberté hyper fin, mais enfin qui joue le rôle d'un spin 1,5 dans des cas simples. Donc il y a un degré de liberté de spin qui peut être vers le haut ou vers le bas si on utilise Z comme l'axe de quantification, disons. Donc on a deux espèces de particules fermioniques, et vous voyez tout de suite que chaque site du réseau peut être occupé, peut exister sous la forme de 4 états quantiques possibles, puisque sur un site, vous pouvez avoir pas d'électron du tout, ce qu'on appelle souvent un trou, vous pouvez avoir un électron de spin-up, un électron de spin-down, ou deux électrons, mais à ce moment-là, il faut qu'ils aient leur spin opposé en vertu du principe de Pauli. Et puis c'est tout, on ne peut pas avoir plus. Alors c'est la différence avec le modèle de Hubbard bosonique, dont je ne vais pas parler dans le cours d'aujourd'hui, ni dans l'ensemble de ce cycle de cours. Mais pour ceux que le modèle de Hubbard bosonique intéresse, si vous regardez mes cours d'il y a pas mal d'années, j'avais consacré une séance ou deux au modèle de Hubbard bosonique. Donc là, à la différence du modèle de Hubbard bosonique, on a un espace de Hilbert local qui ne contient que 4 états. Alors il ne contient que 4 états, mais ça veut quand même dire que si on a n sites sur le réseau, on a 4 puissance n, un espace de Hilbert de taille 4 puissance n, et vous voyez immédiatement un des points centraux du problème de la physique quantique à n corps, qui est que la taille de l'espace de Hilbert croît exponentiellement avec la taille du système, exponentielle de n log 4, et ça devient très très vite très grand. Par exemple, si vous avez 2 sites, vous avez 16 états, si vous avez 4 sites, vous avez 256 états, etc. Et donc très rapidement, les méthodes de diagonalisation exacte deviennent problématiques. C'est un des points centraux du problème à n corps quantique. On y reviendra tout à l'heure quand je vous présenterai un peu des diagonalisations exactes de petits systèmes. Alors, que font ces électrons sur le réseau? Ils peuvent faire deux choses dans le modèle de Hubbard. Il y a un terme qui est un terme d'énergie cinétique qui décrit le saut d'un électron d'un site, en l'occurrence J, vers le site I. Donc, vous voyez cet opérateur C, J sigma. Je suppose que vous êtes tous et toutes plus ou moins familiers avec les opérateurs de création et d'annihilation. Je ferai quelques rappels au tableau. Vous avez donc un opérateur qui détruit une particule de spin sigma, sigma up ou down, sur le site J et qui la crée sur le site I. Donc ça est un processus qui décrit le saut d'un électron du site J au site I. Et puis il y a bien sûr le processus inverse, qui est le saut d'un électron de site I vers le site J. Voilà. Alors, tel que j'ai écrit les choses ici, c'est vraiment le cas le plus simple où l'amplitude de saut n'existe qu'entre sites plus proches voisins du réseau, ce qui est désigné par ce petit symbole ici. Donc ce symbole désigne les liens du réseau, et l'amplitude T de saut et l'amplitude tunnel, c'est pour ça qu'on l'appelle T, qui permet à un électron de sauter d'un site sur l'autre d'une manière un tout petit peu plus générale. Je le ferai quelquefois dans la suite du cours. On pourra considérer un modèle de Hubbard avec des amplitudes de saut étendues, donc quelque chose comme ça. Voilà, donc là je somme sur toutes les paires de sites, donc je n'ai pas forcément besoin de mettre l'hermétique conjugué explicitement. Il y a une somme sur sigma aussi ici, évidemment. Et je vous rappelle que les opérateurs CI sigma, CJ sigma prime anticommutent. Puisque ce sont des fermions.
et puis que CI sigma, C croix J sigma prime. Donc c'est l'opérateur d'annihilation avec son opérateur de création. Ça va être 1 si sigma égale sigma prime et I égale J. Voilà, donc ça, ce sont les opérateurs création et annihilation de base pour les fermions avec leur relation d'anticommutation. Alors, une chose que je voudrais aussi tout de suite préciser, c'est que, en réalité, quand je parle de la création d'un électron au site I, je fais un peu je vais un peu vite en besogne, disons, dans la mesure où il faut préciser dans quelle fonction d'onde je crée ma particule sur le site I. Et en réalité, le modèle de Hubbard, il faut le voir comme spécifié par une base des états à une particule qui est définie par des fonctions localisées sur un site donné, ce qu'on appelle des fonctions de Wannier. Donc, je peux construire une base des états à une particule. Et cette base, elle va être constituée de fonctions de Wannier, donc une fonction, alors maintenant dans l'espace continu, qui va être centrée autour du site I du réseau, et qui va typiquement avoir une tête comme ça, donc ça serait le site I, une fonction bien localisée, et puis qui va décroître, dans le meilleur des cas, exponentiellement, avec éventuellement des oscillations. Et quand je dis que je crée une particule au site I, en réalité, je veux dire que je crée une particule dans cette fonction de Wannier. Donc ça veut dire que, si vous voulez, l'opérateur de création d'un électron de spin sigma en un point quelconque de l'espace continu, je peux le décomposer sur cette base de fonction de Wannier de la manière suivante. Ça, c'est des vecteurs. Je ne les mettrai pas toujours. Voilà. Et bien sûr, dans le formalisme de seconde quantification, ce qu'on fait, c'est qu'on utilise une construction de l'espace des fonctions d'onde à n corps, donc qui sont les fonctions d'onde antisymétrisées pour les fermions, qui est un espace de Fock, donc les fonctions d'onde à n corps, utilise une base de l'espace des fonctions d'onde à n corps, qui est l'espace de Fock. Et cet espace de Fock, il va être une base possible de cet espace. C'est la base des nombres d'occupation. Il faut que je choisisse un certain ordonnancement de mes particules. Donc, un certain ordre, par exemple ici des sites. Et donc cet état va être défini de cette manière. Sur le vide. Voilà, donc très souvent, quand on s'occupe de modèles de Hubbard en tant que modèle mathématique, on ne se préoccupe pas de manière très explicite de cette base des fonctions de Wannier, et on travaille tout de suite sur le réseau, mais il faut se souvenir que, en réalité, si on s'occupe d'un vrai solide ou si on s'occupe d'atomes froids dans les réseaux optiques, il y a une base de fonctions de Wannier sous-jacente qui me permettent de définir, d'une part, une base d'état à une particule, d'autre part, l'espace de Fock complet des états antisymétrisés à une particule. Bon, j'y reviendrai un petit peu dans la suite. Alors, ça c'est donc le terme cinétique, qu'on appelle aussi quelquefois le terme à un corps, c'est un terme qui provient du saut d'un électron d'un site sur un autre site. Et puis il y a évidemment un terme d'interaction, qui est ce qui rend le modèle compliqué. Et ce terme d'interaction, c'est un terme qui, dans le modèle de Hubbard, est limité à sa plus simple expression, c'est-à-dire qu'on le limite à une interaction purement locale, dans lesquelles on ne prend en compte l'interaction que pour deux particules ayant donc nécessairement des spins opposés,
lorsqu'ils sont sur le même site. Et la plupart des cours de ce cycle de cours vont être consacrés au modèle de Hubbard répulsif, c'est-à-dire au cas où U est positif. Je ferai quelques allusions, en particulier dans le cours d'aujourd'hui, au cas U négatif, donc une interaction attractive, mais la plupart du cours sera consacré au modèle répulsif. Donc ça, c'est un terme d'interaction, et vous voyez que ce terme, il est directement diagonal dans l'espace réel. Il est diagonal dans la base de Fock, dont je viens de parler, dans l'espace réel. Évidemment, ça n'est pas le cas de ce terme. Si je veux diagonaliser ce terme, et je vais le faire tout à l'heure au tableau, je dois passer dans l'espace réciproque. Et c'est cette dualité entre l'espace réel et l'espace réciproque qui joue un rôle important dans la physique du problème à n-corps quantique. Le terme cinétique est diagonalisable à cause de l'invariance par translation dans l'espace réciproque. Le terme d'interaction est diagonalisé dans l'espace réel. Et évidemment, ces deux termes ne commutent pas l'un avec l'autre, comme vous pouvez probablement le voir tout de suite, puisque le terme de saut change de nombre d'occupations locales. Alors, il est aussi assez commode de travailler dans l'ensemble grand canonique. Ça ne sera pas forcément tout à fait toujours le cas. Dans le cours d'aujourd'hui, si j'ai le temps de vous présenter un petit peu des diagonalisations exactes à 2 et 4 sites, on travaillera plutôt dans l'ensemble canonique. Mais quand on a beaucoup d'électrons et un système thermodynamique, il est commode de se placer dans l'ensemble grand canonique. Donc, on ajoute souvent à l'hamiltonien lui-même un terme de potentiel chimique qui veut simplement dire qu'on a un multiplicateur de Lagrange mu qui est conjugué à la densité totale, qui est là pour fixer en moyenne le nombre de particules qu'on laisse fluctuer avec des fluctuations qui sont tuées dans la limite thermodynamique comme d'habitude. Voilà. Donc, voilà l'hamiltonien de Hubbard. Il est extrêmement simple. Et néanmoins, à cause de son espace de Hilbert extrêmement grand, mais à cause également de la richesse des phénomènes que son diagramme de phase révèle, et c'est ça que vous allez voir au cours de ce cours, eh bien, sa solution est loin d'être simple. Et en fait, on ne comprend sa physique vraiment de manière détaillée que dans certaines limites. Alors, un petit peu d'historique. D'où vient ce modèle? Alors, ce modèle, en fait, il est apparu dans les années 60. Voilà des papiers historiques du début des années 60. Il porte le nom de John Hubbard, qui était un physicien britannique, qui travaillait au laboratoire Harwell et ensuite, je crois, également chez IBM, il me semble. Et vous voyez ici une photo de John Hubbard en train de montrer quelque chose qui ressemble pas mal au modèle de Hubbard, je pense. Mais il y a également des travaux quasi contemporains ou même quelquefois un peu antérieurs qui introduisent des modèles très similaires. En particulier, utilisent l'approximation d'une interaction locale. Il faut citer particulièrement Junjiro Kanamori, qui est un physicien pionnier en particulier du magnétisme itinérant et du problème quantique à n-corps en général, qui est l'auteur d'un très bel article, cet article ici, dans lequel il introduit essentiellement le modèle de Hubbard pour étudier la physique du ferromagnétisme, et en particulier dans cet article, il montre que dans la limite de basse densité de ce modèle, il n'y a pas de phase ferromagnétique et de transition de Stoner. J'y reviendrai dans le cours 2. Comme vous le voyez ici, si vous allez regarder ces articles, celui-là et celui-là, c'est explicitement dans le titre, dans les années 60, ce modèle était particulièrement considéré dans le contexte du ferromagnétisme itinérant, c'est-à-dire de l'explication du ferromagnétisme des métaux. Alors, un petit mot à ce sujet. En réalité, ce modèle tel qu'il est là n'est pas vraiment un modèle très réaliste pour le ferromagnétisme des métaux, comme le fer ou le nickel, par exemple. La simplification extrême de ce modèle, qui consiste à ne retenir qu'une seule orbitale atomique par site, c'est-à-dire une seule bande, est trop radicale pour permettre une description vraiment réaliste du ferromagnétisme des métaux. Il manque des termes qui seraient importants et qui
nécessairement font intervenir plus d'une orbitale par site, et en particulier le terme qui est absolument crucial pour le ferromagnétisme des métaux itinérants, c'est l'échange intraatomique local, donc le terme de Hund, la règle de Hund qui vous dit que l'état fondamental d'un atome a tendance à avoir le spin maximal. Alors on sent bien que ça, c'est quelque chose qui a de l'importance pour le ferromagnétisme et le développement de moments locaux, et c'est quelque chose qui n'est pas descriptible dans le contexte du modèle de Hubbard à une borne. Bon, néanmoins, l'existence d'une phase ferromagnétique dans le modèle de Hubbard est une question parfaitement légitime, et c'est cette question qui était considérée dans les années 60 et qui motivait l'introduction de ce modèle. Alors, j'ai parlé de Hubbard lui-même et de Kanamori. Il faudrait aussi mentionner les noms de Martin Gutzwiller, qui est un physicien suisse et américain, qui a beaucoup contribué à introduire ce type de modèle et surtout à développer des méthodes d'approximation. Et il est en particulier l'auteur d'une célèbre fonction d'onde variationnelle, la fonction d'onde de Gutzwiller, pour traiter ce type de modèle dans une approche variationnelle. Et puis, bien sûr, Phil Anderson, géant de la physique de la matière condensée, qui, dans sa théorie du super-échange, vous allez entendre parler vers la fin du cours d'aujourd'hui de super-échange antiferromagnétique, donc dans sa théorie du super-échange, considérait déjà l'approximation d'une interaction locale. Donc voilà un certain nombre de pionniers, disons, du modèle Hubbard. On pourrait parler d'autres contributions, en particulier de celle de Jacques Friedel dans le magnétisme des impuretés magnétiques dans les métaux, pour lequel on considérait aussi des interactions purement locales. Voilà, alors l'espace de Hilbert, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est celui-ci, et vous voyez que ce modèle, il est extrêmement simple, dans la mesure où il a très peu de paramètres. Et une des questions qu'on va se poser, c'est quel est le diagramme de phase dans l'espace des paramètres. Donc précisons un peu quel est cet espace des paramètres. Cet espace des paramètres, c'est essentiellement la constante de couplage. Alors vous voyez qu'il y a deux échelles d'énergie, celle de l'interaction U et celle de l'amplitude de saut T. Donc il y a une constante de couplage sans dimension, U sur T. Donc ça, c'est clairement un des axes de l'espace des paramètres. Et on peut passer du régime de couplage faible, où U sur T est faible, à un régime de couplage fort, où U sur T est grand. Voilà un des axes. Il y a un autre axe qui est la densité moyenne de particules. Hein. Donc N, qui serait 1 sur le nombre de sites la somme sur les deux espèces de spin de la valeur moyenne de Ni sigma. Et clairement, puisqu'on peut avoir au maximum 2 particules par site, la densité est quelque chose qui varie entre 0 et 2. Donc il y a un axe ici, et si on est à température nulle, c'est tout. Ce sont les deux axes du diagramme de phase. Alors évidemment, on peut compliquer le problème, on peut regarder des sauts plus loin que plus proches voisins, T', etc., ce qui ajoute des paramètres dans ce plan de température nulle. Mais enfin, dans sa version la plus pure, disons, voilà l'espace des paramètres à 2 dimensions qui sont ceux du modèle de Hubbard. Et puis, bien sûr, on peut regarder ce modèle à température finie. Donc, ceci ajoute un troisième axe qui serait la température, toujours par exemple en unité de l'amplitude de saut, de la largeur de bande du terme cinétique. Et puis, voilà, ça définit un espace des phases à 3 dimensions, un espace des paramètres à 3 dimensions dans lesquels on veut comprendre le diagramme des phases. Alors, tout ça, c'est sur un réseau fixé, et il y a évidemment une chose qu'on peut faire varier dans ce modèle, qui est le réseau sur lequel on le regarde. Et ça va impliquer des changements importants dans la physique. Il y a d'une part une notion de dimensionnalité, donc vous verrez lors du séminaire de la fois prochaine les particularités et l'intérêt du modèle de Hubbard à une dimension. On peut regarder le modèle à 2 dimensions sur différents types de réseaux. Je vais beaucoup parler dans cette cycle de cours du réseau carré, mais on peut aussi, j'en parlerai un petit peu tout à l'heure, considérer des réseaux frustrés, par exemple des réseaux triangulaires.
Et à ce moment-là, il y a une compétition intéressante entre les effets d'interaction et les effets de frustration magnétique en particulier. Et c'est le cas d'un certain nombre de matériaux pour lesquels on a une structure de réseau frustré bidimensionnel, comme certains organiques, par exemple, dont je parlerai tout à l'heure. Et bien sûr, on peut regarder ce modèle à 3 dimensions, et on peut aussi regarder ce modèle dans des limites de grandes dimensions, pour lesquelles certaines formes de la théorie du champ moyen, en l'occurrence la théorie du champ moyen dynamique, deviennent exactes, et je vous renvoie pour ça au cours d'il y a 2 ans, pour lesquels vous trouverez les séances online. Alors, voilà ce qui achève un petit peu la présentation de l'hamiltonien. Donc maintenant, vous êtes familier avec le modèle de Hubbard et son hamiltonien, l'espace des paramètres. Je vais vous parler maintenant un petit peu de symétrie, mais avant de faire ça, je voudrais quand même faire un petit intermezzo pour continuer un petit peu sur le formalisme du problème à n-corps, pour être sûr que les notions de base sont bien communes, et aussi simplement pour fixer un petit peu les notations dont je vais me servir dans la suite. Donc là, je vais plutôt passer un petit peu au tableau et vous parler un petit peu de problème à n-corps. Alors voyons. Oui, donc je vais peut-être revenir un petit peu en arrière et vous dire un petit peu quelles approximations on fait quand on se limite, comme on le fait ici, à une bande ou une orbitale de Wannier par site. Alors, de manière générale, quand on a un problème à n-corps, on va se placer, disons, dans le continu, et on va considérer un hamiltonien qui va être, et là maintenant j'utilise une notation de première quantification, c'est-à-dire une notation où j'introduis explicitement les coordonnées des n électrons présents. Donc l'indice A, ici, c'est un indice qui numérote les électrons du système, à ne pas confondre avec NS, qui va devenir plus tard le nombre de sites. Ça, c'est le nombre de particules. Voilà. Alors, en notation première quantifiée, comment est-ce qu'on peut écrire l'hamiltonien? Eh bien, on va avoir quelque chose comme un terme d'énergie cinétique ou un terme à un corps qui agit sur les n électrons du système. Donc ça va être un petit H0 qui est l'hamiltonien à un corps qui agit dans l'espace de Hilbert à un corps, d'accord, et qui va dépendre des coordonnées de la particule A. Et puis on va avoir un terme d'interaction qui va décrire l'interaction entre deux particules A et B. Voilà, donc ça c'est une notation en première quantification. Alors maintenant, je vais introduire une notion de seconde quantification. Alors je déteste ce terme de seconde quantification. En fait, il s'agit simplement de construire l'espace de Fock des états antisymétrisés en ayant précisé ce qu'est la base des états à une particule. Voilà. Donc, on peut diagonaliser cet hamiltonien à un corps. Donc maintenant, je vais considérer dans l'espace de Hilbert l'hamiltonien H0 et on va diagonaliser l'hamiltonien H0. Donc on va se donner une base des états alpha qui diagonalise l'hamiltonien H0. Et sur la base de cet état, de cette base d'état à une particule, on peut construire l'espace de Fock des états nombres antisymétrisés, qui représentent la base maintenant de mes états à n corps, qui sont les fonctions d'onde antisymétrisées
où je spécifie les occupations de ces différentes orbitales à une particule. J'introduis les opérateurs C-alpha et C-bêta comme d'habitude, donc en particulier anticommutation de C croix alpha et de C bêta. Encore une fois, cet opérateur change le nombre d'occupations de l'état de Fock par une unité. C bêta le réduit par une unité. Et je vais décomposer, je peux réexprimer dans une notation seconde quantifiée l'hamiltonien dans cet espace de Fock. Donc maintenant, ça sera une notation, disons, comme on dit, de seconde quantification, mais on devrait dire que cet hamiltonien décrit simplement comment l'opérateur hamiltonien agit dans l'espace de Fock des états antisymétrisés. Et dans cet espace de Fock, je peux écrire que l'hamiltonien prend la forme suivante. Je vais préciser ce que sont ces éléments de matrice. Et puis le terme à deux corps s'exprime de la manière suivante, où ceci est un certain élément de matrice des interactions que je vais préciser dans une seconde. Et puis ici, alors il est utile d'utiliser un peu de couleur ici pour vous faire remarquer que les indices sont dans ce sens-là. Donc observez ici que l'élément de matrice est alpha, bêta, gamma, delta, et ici c'est alpha, bêta, delta, gamma. Voilà. Donc pour ceux et celles qui ne sont pas entièrement familiers avec ces notions de seconde quantification, en fait je fais ça au tableau pour que vous voyez si c'est des choses que vous connaissez bien. Si c'est des choses que vous ne connaissez pas bien, venez me voir à la fin du cours ou envoyez-moi un mail et je vous dirigerai vers des bonnes lectures sur ce sujet. Alors qu'est-ce que c'est que H alpha bêta et U? C'est simplement les éléments de matrice de ces deux fonctions H de R et V interaction de R dans les fonctions d'onde qui sont les fonctions d'onde associées à alpha. Donc je peux définir ces fonctions d'onde de la manière habituelle dans l'espace réel comme étant phi alpha de R. Et H alpha bêta, c'est simplement l'élément de matrice de H0 entre deux fonctions d'onde à un corps, et U alpha, bêta, gamma, delta. Donc vous voyez, c'est un tenseur à 4 indices. Ça va être l'élément de matrice de l'interaction. Les C croix sont associés à des phi stars. Donc R, c'est les coordonnées du premier électron, le A là-bas, et R', les coordonnées du deuxième électron. Et je considère par simplicité une interaction à deux corps invariante par translation. Voilà. Alors, il n'y a pas de différence fondamentale entre un hamiltonien exprimé de cette manière, ou un hamiltonien sur réseau, si vous voulez, et un vrai solide. Si vous prenez un vrai solide, avec des électrons qui vivent dans le continu et qui ont une interaction d'une part avec un potentiel extérieur créé par les atomes fixes du réseau, les ions du réseau, et d'autre part une interaction de Coulomb entre eux. Donc si on formule au départ le problème entièrement dans le continu, de cette manière, on peut passer à un hamiltonien sur le réseau simplement en introduisant une base d'état appropriée. Donc en général, ce qu'on fait, c'est qu'on diagonalise, pour le dire de manière un peu approchée, on diagonalise la partie cinétique du problème, en fait la partie cinétique plus un potentiel effectif périodique qui décrit les effets du réseau cristallin d'ions plus certains effets d'interaction en champ moyen. Ça nous définit un problème, une partie à un corps du problème, qui est cette partie-là, et puis on ajoute les interactions.
et on utilise comme base de l'espace de Hilbert du problème à n corps eh bien, les fonctions d'onde à un corps de la partie cinétique. Alors, la seule chose, c'est que si on fait ça pour un vrai solide, on va bien sûr avoir plein d'états par site. Et donc, pour un vrai solide, les alphas qui sont ici, alors je pense que maintenant, je peux recommencer ici, les alphas qui sont ici, ça va être une collection de nombres quantiques qui vont spécifier d'une part le site du réseau, bon, la projection du spin bien sûr, mais également, et ça c'est important, toutes les orbitales qui sont nécessaires pour décrire de manière exhaustive l'espace de Hilbert du problème. Donc ça peut être un indice d'orbital, si vous le voyez comme une base d'états localisés qui ressemble à des états atomiques sur un site. Ça peut être une base de bande, si vous voyez le problème comme diagonalisé dans l'espace K avec des ondes de bloc. Mais en tout cas, pour décrire un vrai solide, il faut beaucoup d'états par site. Ce qui veut dire que je n'ai pas une seule fonction de Wannier par site, comme j'avais tout à l'heure, dans le modèle de Hubbard à une bande, mais j'ai en réalité toute une collection de fonctions de Wannier qui vont être indexées par cet indice M. M, en gros, c'est NL sigma, c'est les nombres quantiques nécessaires pour spécifier les états d'un atome. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que le terme cinétique, il va faire intervenir, une fois que je l'ai réexprimé dans cette base, le terme cinétique qui est ici, il va faire intervenir une matrice de Sceaux, TIJ, qui sont les éléments de matrice de l'opérateur à un corps dans cette base, mais TIJ MM'. Donc c'est l'approximation du modèle de Hubbard à une bande, elle consiste à retenir un seul des nombres quantiques M, une seule orbitale par site pour le système. Par exemple, vous pouvez penser à un cristal formé d'atomes d'hydrogène et vous retenez seulement l'orbital 1s. Et de manière encore un peu plus complexe, le tenseur d'interaction, ça va être quelque chose qui fait intervenir, qui est un tenseur d'ordre 4, comme vous voyez ici, qui va faire intervenir les spins sigma 1, sigma 4, les orbitales M1, M4, et puis les sites du réseau R1, R4. D'accord? Donc, encore une fois, les nombres quantiques, c'est les I ou RI, sigma et M. Donc vous voyez que c'est un tenseur d'interaction assez complexe. Voilà. L'approximation qu'on fait là, enfin, le modèle de Hubbard simplifié dans toute sa beauté simple, consiste à ne retenir qu'une seule bande, qu'une seule orbitale par site, donc tous les M sont égaux, et à simplifier l'interaction en ne retenant que le terme diagonal, R1 égale R2 égale R3 égale R4. C'est évidemment une approximation extrêmement drastique, et encore une fois, pour un très grand nombre de matériaux, ce n'est pas une approximation réaliste, je vais y revenir dans un instant. Voilà, donc l'approximation du modèle de Hubbard à une bande, comme on dit. Une bande, ça veut dire qu'on retient une orbitale par site. Donc c'est M égale 1. Et puis on ne retient que les termes R1 égale, etc., égale R4. Et à ce moment-là, il ne reste évidemment comme élément de matrice que U up down ou U down up, qui sont le U de mon interaction. Voilà, donc voilà ce qui fixe un petit peu les notations et ce qui vous permet aussi de voir comment on passerait d'un vrai solide à un Hamiltonien seconde quantifié avec un tenseur d'interaction qu'on peut toujours exprimer dans la base de son choix. Et de fait, quand on décrit des vrais matériaux, on ne se limite pas à étudier le modèle de Hubbard, on considère des généralisations multi-orbitales de ce modèle. Alors, pour la suite, l'ensemble du cycle de ce cours, je ne vais jamais vous parler de modèles à plusieurs bandes ou à plusieurs orbitales, parce que l'objectif de ce cours, c'est précisément de se concentrer sur le modèle le plus simple, le modèle d'Ising du domaine, ce modèle de Hubbard, mais je voulais quand même passer quelques minutes à vous expliquer ça,
pour que vous n'ayez pas l'impression que l'ensemble de la physique du solide des systèmes corrélés se limite au modèle de Hubbard à une borne. Voilà, c'est quand même important. Alors, puisqu'on en est à ce point, je pense qu'il est pas mal aussi de continuer un tout petit peu avec les choses qui permettent de fixer des notations. Donc, je vais effacer tout ça dont on n'aura plus vraiment tout à fait besoin. Et je vais quand même vous parler de la diagonalisation du terme cinétique, qui est quelque chose dont on va avoir besoin dans la suite. Alors, vous voyez que le terme, donc je reviens à mon modèle de Hubbard, à une bande. Et je vais considérer l'hamiltonien, la partie libre de l'hamiltonien, parce qu'il n'est pas vraiment nécessaire de ne pas le faire en toute généralité. Je vais laisser des amplitudes de saut qui peuvent ne pas être plus proches voisins, donc on va écrire ça comme ça. Et donc vous voyez qu'à la différence du terme d'interaction, ce terme n'est pas diagonal dans l'espace des nombres d'occupation exprimés dans l'espace réel. Mais si les TIJ sont invariants par translation, je peux utiliser la transformée de Fourier pour diagonaliser ce terme. Et c'est ça que je voudrais faire maintenant. Donc on va considérer un cas qui est invariant par translation. C'est-à-dire qu'on va considérer TIJ. Par simplicité, je vais considérer TIJ réel, mais ce n'est pas essentiel. Il suffit que TIJ égale TGI star, si TIJ a des éléments de matrice complexes. Juste parce que je le fais au tableau et je ne veux pas écrire des stars partout, je vais garder ça comme ça. Donc je considère le cas où T est une matrice invariante par translation sur le réseau, c'est-à-dire que tous les amplitudes de saut ne dépendent que de la distance entre deux sites du réseau. Voilà. Alors, bien évidemment, puisque ce système est invariant par translation, il est diagonalisable dans l'espace réel. Et pour faire ça, il suffit de passer dans l'espace de Fourier, pardon. Et pour faire ça, il suffit de passer dans l'espace K. Alors, je vais essayer de ne pas me tromper dans la manière dont j'aime définir les choses dans l'espace K. Donc, je vais définir maintenant les opérateurs C croix K sigma, où K est une quasi-impulsion dans l'espace réciproque, comme étant... voyons. Alors, je vais normaliser tout par 1 sur la racine du nombre de sites, somme sur I de exponentielle plus I K RI C croix I sigma. Alors, qu'est-ce que c'est que K? Bon, K, c'est une quasi-impulsion qui vit dans la zone de Brillouin du réseau. Je vais considérer qu'on est sur un réseau de Bravais. Hein. Et donc, je vous rappelle que pour un réseau cubique, par exemple, la zone de Brillouin du réseau, ça va être moins pi sur A plus pi sur A pour chacune des composantes. D'accord ? Voilà, et de même, je peux faire Fourier inverse, donc C croix I sigma, ça va être 1 sur racine de NS, somme sur K, de exponentielle moins IK RI, C croix K sigma. Voilà, alors quand j'écris ici somme sur K, j'imagine que je travaille en taille finie, que j'ai discrétisé, que j'utilise des conditions au bord périodique. Et donc, si je suis en taille finie et avec des conditions au bord périodique, ça veut dire periodic boundary conditions, eh bien, mes vecteurs K sont quantifiés par Kx égale 2pi sur Lx, Nx, etc. Voilà, et donc vous voyez que je peux prendre la limite d'un grand système, la limite thermodynamique, et à ce moment-là, ma somme sur K va devenir le volume du système fois l'intégrale
dk sur 2pi puissance d. Donc la mesure vient du fait qu'il y a ici un 2pi sur la zone de Brillouin de la fonction que j'intègre, ce que je peux aussi écrire comme le nombre de sites fois l'intégrale normalisée cette fois au volume de la zone de Brillouin de la fonction que j'intègre. Et j'ai utilisé le fait que le volume de la maille unité fois le volume de la zone Brillouin, c'est 2pi puissance d. Voilà, alors muni de ces choses-là, je peux facilement écrire le terme de saut dans l'espace K. Et pour faire ça, il suffit de faire la chose suivante. Donc je vais écrire, je vais tout simplement écrire TIJ, C croix I, CJ. Donc je laisse tomber les indices de spin pour faire plus vite au tableau. Hein. TIJ, C croix I, CJ. Ça va être, je substitue l'expression qui est là, 1 sur ns, somme de kk', C croix K, CK', somme sur IJ de TIJ exponentielle de I ou moins I, KRI moins K' RJ. Tout ça, c'est des produits scalaires, bien sûr, entre vecteurs. Hein. Et vous voyez que je vais utiliser la variance par translation de la manière suivante. Ceci ne dépend que de RI moins RJ. Donc, ce qu'il faut faire ici, c'est apparaître RI moins RJ. Donc, j'écris KRI moins K' RJ comme K plus K' sur 2 RI moins RJ, qui est le terme qui va aller avec celui-là, plus K moins K' fois RI plus RJ sur 2, qui est, si vous voulez, le centre de masse. Et maintenant, je somme, je change de variable dans la sommation sur les sites entre le centre de masse et la coordonnée relative. La somme sur RI plus RJ sur 2, ici, va me donner donc la somme sur R' égale RI plus RJ sur 2 de ce terme va me donner un delta KK', avec le 1 sur ns qui va bien devant. Et au final, ce que j'obtiens, c'est que H0, c'est la somme sur K sigma de epsilon K C croix K sigma CK sigma où epsilon K, c'est simplement la transformée de Fourier de mes amplitudes de saut. Donc epsilon K, c'est moins la somme sur R de T de R exponentielle moins IKR. Donc je prends un site pour origine sur le réseau. Implicitement, j'ai fait ça. J'ai pris un site pour origine et je somme sur tous les sites pour lesquels il y a une amplitude de saut à prendre en compte. Et je fais la transformée de Fourier de ces amplitudes de saut. Alors, par exemple, si j'ai juste des sauts plus proches voisins TIJ égale T pour IJ plus proche voisin, sur un réseau, disons, cubique, je trouve que epsilon K, c'est moins 2T. Alors, pourquoi 2 ? Parce que je vais écrire la somme ici comme des sommes de cosinus sur les directions du réseau. Donc, disons de alpha égale, bon, faisons-le à 2 dimensions, ça sera plus explicite, cosinus de KXA plus cosinus de KYK. Le 2 vient du fait que j'ai exprimé exponentielle IKA plus exponentielle moins IKA comme 2 fois le cosinus. Et donc vous voyez que ce que j'ai fait ici, c'est que j'ai diagonalisé le terme à un corps dans l'espace K. Donc ce que vous pouvez voir, ce que vous pouvez dire, ça c'est le nombre de particules, c'est l'opérateur nombre de particules dans l'état à un corps
qui est maintenant numérotée par sa quasi-impulsion dans l'espace réciproque. Et vous voyez que donc ceci montre de manière très claire que le terme cinétique il est diagonal dans l'espace K, le terme d'interaction est diagonal dans la base de Fock exprimée dans l'espace réel. Et donc c'est cette tension entre l'espace K et l'espace réel qui est constante dans ce domaine. Voilà, alors qu'est-ce que ça décrit ça? Bon, alors je vais faire un dessin à une dimension, parce que 2 dimensions c'est plus dur au tableau. Ça décrit tout simplement une bande d'énergie. Donc faisons le dessin à une dimension. Donc epsilon k, moins 2t cosinus k. Donc ma zone de Brillouin, elle va de moins pi sur 1 à pi sur 1. J'ai une bande d'énergie dont la dispersion fait quelque chose comme ça. Mon dessin est censé être symétrique en k donne moins k. Ça, c'est moins pi sur 2a. Et pi sur 2a. Avec une largeur de bande, donc qui dans le cas 1D va de moins 2t à plus 2t. Et pour construire l'état fondamental du système à U égale 0, la seule chose que j'ai à faire, c'est à peupler ces états K par une particule de spin-up et une particule de spin-down jusqu'à ce que j'ai épuisé l'ensemble de mes électrons, ce qui, dans le cas U égale 0, va me définir un déterminant de Slater correspondant au remplissage de ces états K jusqu'à un certain niveau, qui est le niveau de Fermi du système, où on remplirait tous ces états jusqu'à un certain niveau, le niveau de Fermi, destiné à compter jusqu'où j'ai des niveaux remplis et au-dessus j'ai des niveaux vides. Donc ça c'est l'état fondamental du système à U égale 0. Alors vous voyez qu'une autre manière de regarder les choses, c'est qu'en réalité je suis passé de mes fonctions de Wannier qui étaient localisées sur les sites à des fonctions de bloc. Qu'est-ce que j'ai fait quand j'ai réécrit les choses dans l'espace de Fourier? J'ai tout simplement écrit que, alors je peux peut-être revenir à l'opérateur psi croix sigma de R si vous voulez, psi croix sigma de R, qui était écrit comme somme sur I de qui étoile de R moins RI C croix I sigma. Donc ça, c'était la fonction de Wannier localisée sur le site I. J'utilise l'expression de C croix I en fonction des CK qui est là. Et donc je vais obtenir somme sur I de qui étoile de R moins RI, 1 sur racine de NS, somme sur K de exponentielle moins IK RI C croix K sigma. Et je peux réécrire tout ça comme somme sur K de psi étoile K de R C croix K sigma. Donc cette fois, c'est l'expression de l'opérateur champ au point R dans l'espace réciproque. Donc je suis passé de l'écriture où j'utilise une base de l'espace des états à une particule en termes de fonction de Wannier à une base de l'état des états à une particule dans l'espace réciproque en utilisant cette base psi étoile K, qui n'est autre que la fonction de bloc, puisque vous voyez que psi étoile K de R, ou psi K de R simplement, c'est, je peux l'écrire, UK de R exponentielle IKR, où à partir de l'expression qui est là, vous voyez que UK de R, c'est la somme sur I de qui de R moins RI. Alors, il y a un 1 sur racine de NS ici. Exponentielle de moins IK R moins RI.
Donc vous voyez qu'ici, j'ai tout simplement périodisé mes fonctions de Wannier, si vous voulez, et cette expression qui est là est manifestement invariante par translation par les translations du réseau de Bravais. Si je shift R par R plus une translation du réseau de Bravais, clairement, je peux transformer ma somme sur I de manière à réabsorber dans cette différence. Donc j'ai UK de R plus n'importe quelle translation du réseau de Bravais égale UK de R. Et j'ai comme ça retrouvé le théorème de Bloch. Mais je l'ai fait d'une manière un petit peu différente de ce qui est fait peut-être d'habitude, en introduisant d'abord les fonctions de Wannier localisées sur les sites, et ensuite en passant dans l'espace K, et en vous montrant que cette quantité est une fonction invariante par translation. Donc, psi K de R, vous reconnaissez ici l'expression du théorème de Bloch, c'est une onde plane fois une amplitude périodique sur le réseau. Cette expression-là, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait tout simplement périodiser la fonction de Wannier, donc ça va être quelque chose comme ça. Voilà. Et puis l'enveloppe exponentielle IKR, elle module tout ceci par une modulation de grande longueur d'onde. Donc là, il faudrait que je vous montre des dessins plus beaux, mais ça va faire quelque chose comme ceci. Voilà. Et vous construisez comme ça votre fonction de Bloch. Voilà, donc je vais m'arrêter là pour les rappels de base, disons, en ce qui concerne le formalisme. Mais ceci vous montre que AU égale 0, ce qu'on décrit dans ce modèle de Hubbard à une bande, c'est une bande d'énergie qui est décrite par des fonctions d'onde de Bloch. Et on peut construire l'état fondamental comme un déterminant de Slater de ces états. Voilà, alors je suis bien sûr très en retard, donc maintenant je vais vous parler un petit peu de symétrie de l'hamiltonien. Donc on va revenir sur les transparents, et on va plutôt revenir dans l'espace réel, et je vais vous parler un petit peu des symétries de l'hamiltonien. Alors, quelles sont les symétries? Donc il y a deux symétries qui sont évidentes, il y en a une première qui est vraiment évidente, qui est le nombre total de particules. Dans ce modèle, les particules sautent d'un site sur l'autre, mais on ne crée pas ou on ne détruit pas globalement des particules. D'accord ? Donc le nombre total de particules est conservé, ce qui veut dire que si je regarde l'opérateur nombre total, qui est la somme sur I des opérateurs individuels de nombre de particules sur le CT de spin sigma, eh bien l'hamiltonien commute avec ce nombre de particules totales. Donc ça, si vous voulez, vous pouvez le voir comme un groupe de symétrie U1 ou O2 qui constitue une invariance de l'hamiltonien sous transformation d'une phase globale. Je dis bien globale, hein, on n'est pas en train de parler de symétrie de jauge ici, on est en train de parler d'une phase globale qui s'applique sur tous les sites et qui traduit la conservation du nombre de particules. Alors il y a une autre symétrie qui est essentiellement évidente aussi, qui est le spin total. Donc si je construis l'opérateur spin Sx, Sy, Sz pour chacun des sites, c'est quelque chose qui va s'exprimer de cette manière, en notation dite seconde quantifiée, où tau, sigma, sigma prime sont les matrices de Pauli. Sigma, c'est dans la base des Z, put down. Et ici, il y a une sommation sur les indices répétés. Donc, par exemple, Sz, c'est 1,5 de n up moins n down. Et les autres, S+, c'est C croix up, C down, S-, c'est C croix down, C up, etc. Et c'est un exercice simple de vérifier que H commute avec S. Vous pouvez aussi le voir explicitement en réécrivant l'interaction de manière intelligente. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que H commute avec les composantes de S. Donc ça veut dire que si je fais une diagonalisation exacte de ce problème, je peux utiliser deux nombres quantiques, qui est le spin S total et le spin Sz total de mon système, comme étant des nombres quantiques qui vont m'assurer que la matrice hamiltonienne se décompose par bloc avec les nombres quantiques qu'on a vus jusqu'à maintenant, N, S et Sz. Et puis, bien sûr, il y a les symétries spatiales, qui sont celles du réseau de Bravais, du réseau sur lequel vit le modèle, qui me permet également de classifier les états.
Voilà, donc ça, c'est des symétries qui sont, je dirais, des symétries assez évidentes du problème. Vous allez voir comment on peut les utiliser explicitement pour diagonaliser, pour simplifier les diagonalisations, par exemple, d'un petit système. On va le faire explicitement sur 2 sites, je pense, tout à l'heure. Alors, il y a des symétries qui sont un petit peu moins évidentes, et je voudrais introduire là la symétrie dite particule-trou. Donc, qu'est-ce que c'est que la symétrie particule-trou? Eh bien, c'est tout simplement la symétrie qui consiste à dire qu'on peut parler de la présence d'une particule en un site, mais on peut aussi parler dans un autre langage qui est l'absence d'une particule sur le même site. Par exemple, l'état de l'espace de Hilbert où j'ai une particule de spin up sur un site donné, je peux aussi bien le décrire comme, au lieu de prendre comme référence l'état vide, prendre référence l'état complètement plein, donc avec 2 particules de spin opposées sur un site, et dire que j'ai enlevé une particule de spin down. C'est-à-dire j'ai créé un trou dans la case spin down. Donc, formellement, ça consiste à dire que les opérateurs CI sigma, on peut les représenter comme un opérateur qui crée un trou de spin sigma sur le CT. D'accord ? Et l'opérateur de création, c'est l'opérateur de destruction d'un trou. Alors, si vous appliquez cette transformation au terme d'interaction, c'est-à-dire uniquement au terme U, n up, n down, vous voyez que cette transformation, elle transforme n up en 1 moins n up, n down en 1 moins n down. Donc, si vous appliquez cette transformation à l'hamiltonien, vous voyez que le terme d'interaction est invariant, U est changé en U, mais le potentiel chimique est changé en U moins mu. C'est un petit exercice très simple que je vous invite à faire, à une constante près. Le terme d'interaction se transforme de cette manière. Alors, en revanche, le terme cinétique, c'est un peu plus compliqué, parce qu'il y a un C croix I, CJ, qui va devenir par cette transformation un HI, H croix J. Et ça, c'est moins le terme moins H croix I, SJ. Donc, pour rattraper ce moins, ce qu'on peut faire, c'est si on est sur un réseau bipartite, et ça c'est important, c'est-à-dire que si vous pouvez décomposer votre réseau en 2 sous-réseaux qui s'interpénètrent de sorte que les sites bleus n'ont pour voisins immédiats que les sites rouges et les sites rouges que des sites bleus, comme par exemple le réseau carré ici ou le réseau en nid d'abeille, eh bien, on peut rattraper ce signe en disant qu'on va considérer la transformation où CI sigma devient moins 1 puissance I H croix I sigma. Et à ce moment-là, vous voyez que le terme cinétique se transforme de cette manière et le moins 1 ne s'applique pour un saut plus proche voisin que entre 2 sites plus proches voisins ici, donc on le rattrape avec ce signe moins. Et donc le terme cinétique, sur un réseau bipartite et avec un saut plus proche voisin seulement, est invariant par cette transformation particule-trou. Le terme d'interaction exige de changer, le terme de potentiel chimique change mu en U moins mu. Donc ceci nous dit quoi? Et n en 2 moins n. Donc ceci nous dit quoi? Ceci nous dit que sur un réseau bipartite, avec des sauts plus proches voisins, le diagramme de phase va être invariant entre la région n entre 0 et 1 et la région n entre 1 et 2. Ça va être le même diagramme de phase. Il suffit de changer n en 2 moins n, ou mu en U moins mu. Et ceci nous dit également qu'au demi-remplissage, alors le terme demi-remplissage signifie que le nombre de particules par site total, spin-up, spin-down, est 1. Demi-remplissage vient bien sûr de la référence au terme cinétique. On remplit la bande à moitié. Le niveau de Fermi est ici, puisque chaque espèce de spin est remplie par une densité 1,5 pour que la densité totale soit 1. Au demi-remplissage, le potentiel chimique doit être un point de symétrie de cette transformation. Donc ça veut dire qu'au demi-remplissage, mu doit valoir U sur 2. Donc, pour les systèmes, encore une fois, pour les systèmes sur un réseau bipartite avec un saut plus proche voisin, seulement, on a cette symétrie particule-trou qui garantit que le diagramme de phase pour n entre 0 et 1 et n entre 1 et 2 soient identiques. Et au demi-remplissage,
on connaît la valeur exacte du potentiel chimique. En général, évidemment, le potentiel chimique est une fonction compliquée de l'interaction et de la densité. Si vous fixez la densité moyenne, il faut calculer le potentiel chimique en fonction de l'interaction et de la densité. Alors on peut généraliser un petit peu, imaginez que j'ai un réseau de ce type, bipartite, mais que maintenant j'ai un second plus proche voisin, un saut selon les diagonales ici entre les sites bleus. Eh bien vous voyez que cette transformation, cette fois, va changer T' en moins T'. Et donc ça nous garantit que le diagramme de phase avec une densité n et un saut T' va être le même que le diagramme de phase avec une densité 2 moins n et un saut moins T'. Alors, si je ne suis pas sur un réseau bipartite, il n'y a pas de symétrie particule-trou particulière. Alors, en fait, les choses sont même un tout petit peu plus générales que ça. Et dans le cas dont je viens de parler, au demi-remplissage, la symétrie, alors vous pourriez penser qu'il y a une symétrie SU2 de spin, et puis il y a une symétrie discrète qui est cette symétrie particule-trou. En réalité, au demi-remplissage, cette symétrie est plus large que ce qu'on pourrait penser naïvement. Il existe une symétrie supplémentaire, donc encore une fois, sur un réseau bipartite avec des sauts plus proches voisins. On a une symétrie plus grande qui est en fait une symétrie SO4, qui est SU2 fois SU2 à quelque chose près, modulo Z2. Et c'est quelque chose qui a été montré finalement relativement récemment, il y a une trentaine d'années, par Chen-Lin Yang, celui de la violation de la parité, qui a montré que ces opérateurs qui sont ici, alors vous voyez, ça c'est un opérateur assez marrant, il crée une paire, vous pourriez dire une paire de Cooper sur le site I, dans un état singulet, hein, avec une phase qui est alternée selon les deux sous-réseaux. C'est-à-dire que c'est un état, si j'applique ça sur le vide, je trouve un état de type BCS local, si vous voulez, un état apparié de paire localement, mais avec une structure alternée ou staggered, donc un moment qui est pi. Donc c'est un état dans lequel les paires portent un moment Q égale pi sur le réseau. Et il est facile de voir que cette algèbre d'opérateurs, état plus, état moins, qui est le complexe conjugué, et état z, qui est tout simplement la charge, forme une algèbre SU2. Si je regarde comment ces opérateurs commutent avec le hamiltonien, en fait avec H-mu-n, l'opérateur énergie grand canonique, si vous voulez, eh bien je trouve que le commutateur n'est pas nul, mais il est égal à U-2mu, qui est fois état plus moins, qui est précisément nul au demi-remplissage. Puisqu'on a vu qu'au demi-remplissage, dans le cas bipartite, etc., avec un saut plus proche voisin seulement, mu valait U sur 2. Donc vous voyez que dans ce cas-là, il existe au demi-remplissage une symétrie élargie qui est une symétrie SO4. Alors ça, c'est assez drôle parce que ça permet évidemment de trouver des états propres de manière plus simple, et en particulier, on peut montrer que l'état où ceci agit sur le vide est un état propre du système, et c'est évidemment un état propre de très haute énergie, dans le cas U répulsif. C'est un état propre de très haute énergie. Néanmoins, il a été proposé qu'on puisse réaliser cet état de paire particulier, donc on appelle ça le état pairing, par exemple en appliquant au système une perturbation dépendante du temps avec un laser. Il y a différents articles sur ce sujet, dont je suis co-auteur du premier, où on propose qu'avec un processus hors d'équilibre, on puisse piloter, créer cet état pairing dans ce système. Voilà. Donc je ne vous parlerai pas dans la suite du cours de cette symétrie SO4 tellement, et je ne vais pas vraiment m'en servir, mais c'est bon de savoir qu'elle existe. Bien, alors, dernière chose, toujours dans l'esprit des symétries du problème, je vais vous montrer que toujours sur un réseau bipartite, il est possible en fait de transformer le problème à U positif au demi-remplissage dans le problème à U négatif au et en dehors du demi-remplissage. Alors ça, c'est un truc assez marrant qui permet de
dire des choses sur le modèle à U négatif en travaillant sur le modèle à U positif, également d'établir une correspondance physique entre les deux problèmes. Alors pour faire ça, je vais utiliser une version un peu modifiée de la symétrie particule-trou qui consiste à appliquer une transformation particule-trou du type de celle qu'on avait tout à l'heure, mais seulement sur une des deux espèces de spin. La transformation particule-trou d'avant, elle s'appliquait aux deux espèces de spin. Maintenant, je vais faire une transformation particule-trou seulement sur les spin down. Donc, je ne touche pas aux spin up, je ne leur fais rien. Et les spin down, on transforme C croix I down en moins 1 puissance I DI down, comme on faisait avant, avec moins 1 puissance I qui vaut 1 sur les sites de sous-réseau A et moins 1 sur le sous-réseau B. Donc je suis sur un réseau bipartite. Alors cette transformation, vous voyez qu'elle transforme, c'est un petit peu d'algèbre simple, vous voyez qu'elle transforme l'écart à 1 de la densité totale dans la composante Z du spin, c'est-à-dire que l'opérateur Ni-1 des opérateurs C devient l'opérateur SZ des opérateurs D. De même, le terme de potentiel chimique compté depuis U sur 2, qui est sa valeur au demi-remplissage, se transforme en un champ uniforme appliqué à SZ. Bon, ça c'est clair, puisque mu moins U sur 2 s'applique à cet opérateur, et un champ uniforme s'applique à somme sur I de SIZ. Et si vous regardez la manière dont les autres composantes de l'opérateur de spin se transforment, vous voyez que si je prends S+, donc Sx plus I, Sy, et je fais cette alternation ici, donc moins 1 puissance I SI+, se transforme en C croix I up, C croix I down, qui est l'opérateur qui crée une paire dans l'état singulier au site I. Donc l'opérateur de pairing se transforme en l'opérateur de spin dans la direction XY alterné d'un sous-réseau sur l'autre. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a une symétrie parfaite au demi-remplissage. Il y a une symétrie parfaite entre le modèle à U positif et le modèle à U négatif. Donc restons pour l'instant au demi-remplissage. Au demi-remplissage, mu vaut U sur 2, ce qui veut aussi dire que dans ce langage des D, on est en champ nul. D'accord ? Et donc il existe une symétrie parfaite entre le diagramme de phase dans le plan température U, j'ai fixé la densité comme étant 1 par site, pour U positif, et le diagramme de phase température U pour U négatif. Alors, essayons de comprendre un petit peu mieux comment marche cette symétrie. Dans la suite du cours, vous allez voir qu'au demi-remplissage, alors là, je serai, disons, à 3 dimensions pour fixer les idées, où j'aurai une transition de phase à température finie. Vous allez voir, on verra ça la prochaine fois, je pense, enfin, je suis sûr même, que dans le plan température U, dans le modèle à U positif, l'état fondamental au demi-remplissage est un antiferromagnétique, disons sur le réseau cubique, pour se simplifier l'existence, entre un régime de couplage faible, où la température de Néel de cet antiferromagnétique est exponentiellement petite, comme ça, et puis un état de couplage fort, où la température de Néel est aussi petite, mais petite comme 1 sur U, ou T carré sur U. Et entre les deux, il y a un passage doux, un crossover entre ce régime de couplage faible, qui est le régime de Slater, et un régime de couplage fort, qui est le régime de Heisenberg. On verra tout ça la prochaine fois. Alors ça, c'est l'image miroir précise du crossover BCS-BEC dans le modèle à U négatif. C'est-à-dire que dans le modèle à U négatif à une particule par site, on a évidemment un supraconducteur, puisque U est attractif, donc vous pouvez vous y attendre. Quand U est faible, c'est le supraconducteur BCS habituel. U est une interaction locale attractive, donc le supraconducteur dont on parle, c'est la formation de paires locales dans l'état singulier, la chose la plus simple qu'on peut imaginer, une pairing S de symétrie S locale. Donc on a un état BCS avec une température de transition exponentiellement petite, qui est précisément égale à celle-ci, par symétrie. Et puis, quand j'augmente la force des interactions, ce qui se passe, c'est qu'à très haute température, on se met à former des paires dans un état lié, puisqu'il y a une énergie U très grande qui veut former une paire locale dans l'état lié. Donc on forme des bosons locaux à très haute énergie, et ces bosons locaux condensent
à une température beaucoup plus faible, qui est en fait liée à l'énergie cinétique de saut des bosons, dont on peut montrer qu'elle est d'ordre T carré sur U. Donc on va avoir une condensation de Bose ici, alors qu'on a formé les paires à une énergie U. Et cette physique du crossover entre le régime BCS et le régime de condensation de Bose de paires préformées est exactement la symétrique en miroir du régime de crossover entre Slater et le régime de Heisenberg de l'antiferromagnétique. Alors, vous pourriez dire, c'est un peu bizarre, quand même, ça devrait vous poser question, parce que quand on brise la symétrie pour aller dans une phase supraconductrice, on brise une symétrie O2, on brise la symétrie de conservation locale de la charge, de conservation de la charge. En revanche, quand on brise la symétrie de spin pour aller dans l'antiferromagnétique de Slater, de l'antiferromagnétique ordonné, on brise a priori une symétrie SU2 de spin. Donc comment est-ce que je peux vous raconter que ces deux diagrammes de phase sont miroirs l'un de l'autre alors qu'on ne brise pas la même symétrie? A priori, ça semble un peu étrange. Alors, en réalité, la réponse à cette question, c'est que je suis en train de discuter ici le cas particulier du demi-remplissage, pour lequel la symétrie qui est brisée dans le cas attractif est effectivement une symétrie SU2, et il n'y a pas seulement l'état apparié, qui est un état fondamental possible, mais il y a également l'état onde de densité de charge, où je mets deux particules de spin-up-down sur un site, 0 particules sur le site suivant, 2 particules, 0 particules. Donc un état onde de densité de charge avec une paire, un trou, une paire, un trou sur les deux sous-réseaux alternés. Et au demi-remplissage, l'état supraconducteur et l'état d'onde de densité de charge de paire sont exactement dégénérés. Donc en fait, ça n'a pas de sens de dire est-ce que c'est un supraconducteur, est-ce que c'est une onde de densité de charge de paire? C'est le même état. Et donc c'est ça la réponse à la question, c'est qu'au demi-remplissage, c'est bien une symétrie SU2 qu'on brise. Et si je le décris dans le langage de l'antiferromagnétique, si je choisis de polariser mon antiferromagnétique dans la direction Z, c'est-à-dire si je regarde un état de Néel up-down, up-down, up-down dans la direction Z, eh bien, par cette symétrie, ça correspond à l'onde de densité de charge. Si je choisis en revanche de polariser mon antiferromagnétique dans la direction, dans le plan XY, ça correspond aux deux composantes de mon paramètre d'ordre supraconducteur. Alors évidemment, ceci n'est plus vrai si je vais en dehors du demi-remplissage. Donc maintenant, si je prends un modèle de Hubbard avec U attractif et que je suis en dehors du demi-remplissage, eh bien, je vais avoir un vrai supraconducteur qui ne va pas être dégénéré avec l'onde de densité de charge. Et effectivement, si je fais ça, comme vous le voyez ici, ça veut dire que si je veux revenir au modèle à U positif, je reviens au modèle à U positif au demi-remplissage, mais en présence d'un champ magnétique, selon Z. Et donc, ce champ magnétique selon Z fait que je lève la dégénérescence entre l'ordre de Néel selon Z et l'ordre dans le plan XY. Voilà. Donc, autrement dit, il y a une correspondance entre, pour résumer les choses ici, la symétrie dont je viens de parler sur un réseau bipartite, elle est telle que si je regarde le modèle à U négatif, je peux regarder ce modèle hors du demi-remplissage. En revanche, à U positif, en utilisant cette symétrie, je vais me retrouver dans le modèle au demi-remplissage. Ici, la déviation du potentiel chimique par rapport à U sur 2, qui mesure la distance au demi-remplissage en termes de potentiel chimique, va se transformer en un champ magnétique selon Z. L'antiferromagnétique polarisé selon
polarisé selon Z. Donc ça, c'est l'aimantation alternée N-up moins N-down selon Z de l'antiferromagnétique. Ah, pardon, excusez-moi, il est dans la mauvaise case. Je voulais le mettre ici. Moins 1 puissance I, Ni up moins Ni down, qui est l'antiferromagnétique selon Z, va se transformer en l'onde de densité de charge, donc c'est-à-dire l'onde 0 de 0,2, etc. Et puis l'antiferromagnétique dans le plan XY va se transformer ici dans l'état, disons, apparié. C'est-à-dire que les deux composantes de ce paramètre d'ordre vont se transformer dans les deux composantes ici, C croix et CC. Voilà. Bon, alors je voulais vous parler de diagonalisation exacte à 2 sites et à 4 sites en utilisant toutes ces symétries, ce qui va nous permettre de découvrir la physique du super-échange antiferromagnétique. Manifestement, on ne va pas avoir le temps de faire ça aujourd'hui, donc je ferai ça la prochaine fois. Donc je vais peut-être vous dire un petit peu quel est le menu de la fois prochaine. Le menu de la fois prochaine, c'est 2 choses. Je vais d'une part vous parler des réalisations physiques du modèle. J'espérais pouvoir vous en parler aujourd'hui. Donc je vais vous parler un petit peu de matériaux dans lesquels le modèle de Hubbard est une description, disons, semi-réaliste. Ce sera le cas des cuprates supraconducteurs de certains organiques. Je vais vous parler un peu d'atomes froids dans les réseaux optiques et pourquoi le modèle de ces systèmes permettent de réaliser le modèle de Hubbard. Et puis, je vais vous parler de diagonalisation exacte et on fera explicitement en détail le modèle de Hubbard à 2 sites, ce qui permet d'introduire la notion de super-échange. Et je vous montrerai aussi des choses sur le modèle de Hubbard sur une plaquette à 4 sites, parce que ce modèle a des particularités intéressantes. En particulier, il a un état fondamental qui est dans une représentation non triviale du groupe de symétrie spatiale, qui est la représentation x2 moins y2, ce qui peut avoir une importance pour le vrai système dans la limite thermodynamique. Donc je vous parlerai de ça et je pense que ça suffira à notre bonheur pour le cours 2. Et vous voyez que j'ai déjà pris un cours de retard, en gros. Voilà. Bon.